Howdy folks, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les Américains avaient plein de cartes de crédit sur eux? Oui, les Américains ont en moyenne 3 cartes selon des statistiques de 2019, mais pourquoi faire? Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une carte de crédit aux États-Unis et les avantages qu'elle représente. Si vous êtes un expat qui n'est pas encore dans le game, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous parlerai de mon expérience personnelle qui m'a permis d'obtenir d'excellentes relations avec les banques pour obtenir des crédits à un faible taux d'intérêt. En fait, les cartes de crédit sont tellement importantes aux États-Unis, ça devrait presque être un épisode de American Ethos. Mais bon, vous êtes sur The American Dream et regardez Uncle Sam's Tips. Premièrement, il convient de définir ce que j'entends par carte de crédit. Si vous ouvrez un compte courant aux États-Unis, la banque va vous donner une carte de débit. Cette carte est à paiement immédiat et fonctionne exactement pareil que votre carte bleue française. Vous payez en physique ou sur internet et l'argent est ponctionné sur votre compte. En plus de cette carte de débit, vous pouvez avoir une carte de crédit. Cette carte n'est pas reliée à un compte courant. Vous pouvez l'utiliser comme une carte de débit, en physique ou sur internet, mais ce sera alors l'argent de la banque qui est utilisé. Il faudra alors bien sûr le rembourser, en général sous 2 mois, sinon ça déclenche automatiquement un crédit à la consommation. Prenez ça comme une carte de paiement à débit différé qui se transforme en crédit avec un taux d'intérêt si vous ne remboursez pas. Avec une carte de crédit, vous faites des dépenses entre le 1er et le 30 du mois. Le 30, la banque regarde combien vous avez utilisé, cette étape est appelée le snapshot. La banque vous laisse ensuite le temps pour régler cette facture, en général c'est entre 2 semaines et 1 mois, et si vous n'avez pas remboursé vos dépenses d'ici là, des intérêts commencent à s'appliquer au crédit. En principe, ces cartes de crédit ne semblent pas présenter beaucoup d'intérêts. Si on peut pas se payer cette nouvelle télé, pourquoi dépenser l'argent de la banque, si c'est pour devoir le payer avec son propre argent 2 mois plus tard? Il y a pourtant 2 avantages à utiliser uniquement une carte de crédit plutôt qu'une carte de débit, et nous allons en parler en détail dans cette vidéo. Premièrement, la banque va vous donner des avantages à utiliser la carte de crédit. Ces avantages peuvent être un sign-up bonus, des points ou de l'argent lorsque vous utilisez la carte, des assurances, ou encore un certain statut dans une chaîne d'hôtels ou dans une compagnie aérienne. Le sign-up bonus est simple à comprendre, on vous donne de l'argent lorsque vous ouvrez votre carte de crédit. Ce bonus est souvent conditionné à une utilisation de la carte. Par exemple ici chez Chase, on va vous donner 50 000 points, une valeur de $625 si vous dépensez plus de 4 000 sur la carte lors des 3 premiers mois. D'autres cartes ont des sign-up bonus plus abordables. Chez American Express, la carte Blue Card Preferred vous donnera $250 de bonus après avoir dépensé $1000 dans les 3 premiers mois. Souvent, les cartes vont vous donner des avantages en points ou en dollars lorsque vous utilisez la carte. Ici, sur ma Blue Cash Preferred, Amex me donne 6% de cashback sur mes courses, 6% sur les services de streaming et 3% sur les transports en commun. Chaque carte va proposer ses avantages. Certaines sont plus axées sur les voyages, d'autres sur les dépenses de tous les jours. Certaines cartes vont vous donner directement des dollars et d'autres vont vous donner des points valables sur leur portail. Pour les assurances, nous sommes déjà un peu habitués en France où il est possible d'avoir une carte de débit Visa Gold facilement avec une banque en ligne. Ces assurances permettent de couvrir des bagages lors d'un voyage ou bien encore de compléter l'assurance voiture lors d'une location. Enfin, certaines cartes vont vous proposer un certain statut dans des chaînes d'hôtels ou compagnies aériennes. La carte American Express Platinum vous donnera accès au lounge aux aéroports, tandis que la carte Chase Marriott Bonvoy vous conférera le statut Elite chez Marriott. Donc voilà pour l'intérêt numéro 1 d'utiliser une carte de crédit plutôt que la carte de débit. La carte peut aussi venir avec un bonus, vous proposer du cashback, des assurances et ou d'autres types d'avantages, au contraire de votre carte de débit qui ne vous donne rien du tout. Mais attendez, ce n'est pas tout. Les cartes de crédit sont un moyen simple de booster son credit score. Et là je vais vous expliquer ce qu'est le credit score, mais n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si vous avez déjà appris quelque chose. Le credit score est une note correspondant au risque de défaut d'un individu. Aux États-Unis, tous ceux qui ont des cartes de crédit ou des prêts ont un credit score. Les banques rapportent tous les mois les mensualités et les éventuels retards de paiement à des organismes de notation qui se chargent ensuite de compiler ces données pour mettre à jour le score de chacun. Ensuite, quand vient pour vous l'heure de prendre ou de renégocier un crédit, les banques peuvent regarder ce score pour déterminer le risque de défaut et donc le taux d'intérêt à appliquer au crédit. Il est donc dans l'intérêt de chacun de ménager son credit score afin d'obtenir les meilleurs taux. Tous les avantages des cartes de crédit ne valent rien comparé au taux d'intérêt compétitif sur une maison que vous allez mettre 30 ans à rembourser. J'ai vu des gens obtenir des crédits auto à taux zéro, et d'autres à 20%, oui 20% juste pour une différence de score. On va adresser tout de suite les haters du système de credit score, parce que comme on n'a pas ça en France, on peut vite trouver ça relou. Le credit score est une note de votre risque de défaut basée sur comment vous utilisez votre argent et votre ratio dette-revenu. C'est une mesure objective du risque de défaut que vous présentez à la banque. En France, on va réclamer des CDI, des garants, des acomptes, parce que la banque ne peut pas évaluer votre risque. Au moins aux États-Unis, si vous êtes un entrepreneur avec un peu de cash de côté, vous pouvez toujours changer votre voiture et déménager dans un nouvel appart. Votre score ne dépend pas de votre situation actuelle, mais plutôt de comment vous avez géré vos dettes et votre accès au crédit via credit card lors des dernières années. Il est donc dans l'intérêt de chacun de garder un œil et de ménager son score. Il existe différents organismes de notation, eux-mêmes proposant différents critères.
Par exemple, le FICO 5 est une méthode de calcul de score qui est principalement utilisée pour les prêts à long terme et qui accorde plus d'importance aux retards de paiement. Le FICO 8 accorde moins d'importance sur les retards de paiement exceptionnels et s'en concentre plus sur la régularité des dépenses. Lorsque vous ouvrez une carte de crédit, bien souvent la banque va vous donner un aperçu de votre score sur un de ces critères. Je vous conseille d'ouvrir un compte sur Experian, qui est un des organismes de notation. C'est gratuit, ils vont essayer de vous vendre des upgrades, mais la version gratuite vous permet de consulter votre score sur une interface très bien faite. Plusieurs critères permettent de calculer votre score. Le système est opaque dans le sens où il n'y a pas de formule mathématique publique, mais certains critères ainsi que leur importance sont bien documentés par les banques. Le premier critère est l'absence de retard de paiement et compte pour une grosse partie du score. Vient ensuite le taux d'utilisation de votre carte de crédit. Chaque carte va vous autoriser un plafond. Ce taux correspond au pourcentage de l'enveloppe que vous utilisez. Si vous avez 10 000 $ de limite et que vous utilisez 1 500 $, vous aurez un taux d'utilisation de 15%. Typiquement, il est conseillé d'utiliser moins de 30% de sa carte de crédit, moins de 10% étant recommandé pour avoir encore un meilleur score. Le troisième critère est l'âge de votre profil. Si vous êtes dans le game depuis 2 ans, vous présentez un plus gros risque que quelqu'un qui a un historique de 10 ans. Ensuite vient le nombre de Credit Inquiries. Là, il faut s'intéresser 30 secondes au sujet, mais en gros, à chaque fois que vous cherchez à obtenir un crédit, la banque va interroger votre credit score et ce compteur va s'incrémenter. Les organismes de notation considèrent que vous êtes plus à risque si vous faites des demandes de crédit régulièrement. Ce critère est le moins important de tous, mais sachez que certaines banques peuvent vous refuser une carte de crédit si vous avez déjà ouvert trop de cartes récemment. Enfin, vient le ratio dette-revenu, qui bien entendu indique votre risque de surendettement. Le score va de 300 à 850. Tout score en dessous de 580 vous donne les pires taux d'intérêt si la banque vous donne accès au crédit tout court. Les meilleurs taux d'intérêt arrivent au-dessus de 750. Pour référence, le score moyen des Américains est de 704. Ce n'est pas difficile d'avoir un bon score si vous partez de zéro, comme c'est le cas pour les expatriés. En fin de vidéo, je vous donnerai la technique que j'ai suivie avec 4 autres de mes amis et qui nous ont permis d'obtenir un score de 750 en 8 mois et qui nous a permis d'accéder au crédit auto au taux d'intérêt le plus faible. Mais d'abord, conclusion. Les cartes de crédit permettent de dépenser l'argent de la banque. Elles permettent à leurs utilisateurs un accès facile au crédit. Les banques offrent des avantages à utiliser ces cartes pour pousser la consommation. Un utilisateur attentif n'utilisera pas plus qu'il sera remboursé et collectionnera alors les points et le cashback sans jamais payer d'intérêt. L'utilisation de ces cartes est rapportée à des organismes de notation qui évaluent le risque de défaut de chacun. Ce score permet aux banques d'adapter le taux d'intérêt d'un prêt en fonction du risque de l'emprunteur, récompensant ainsi ceux qui ont moins de chances de faire défaut. Ok, avant de parler de la partie croustillante, je voudrais lâcher un petit disclaimer. Je ne suis pas un conseiller financier. Je vais vous livrer ici la méthode que j'ai utilisée et que j'ai trouvée et mis au point après des heures de recherche sur internet. Le Credit Card Game est opaque, les méthodes de notation ne sont pas publiques et tous les profils ne sont pas logés à la même enseigne. Je vous livre ici ce qui a marché pour moi et 4 autres de mes amis qui sont partis de zéro en tant qu'expatriés français. Cette méthode a été appliquée entre 2018 et 2020, mais faites les recherches de votre côté et surtout faites ce qui fait sens pour vous. Avant tout, pour ouvrir une carte de crédit, il faut un SSN. Si vous n'en avez pas déjà un, renseignez-vous sur les démarches. Une fois votre Social Security Number en poche, il faut savoir que beaucoup de cartes de crédit ne sont pas accessibles à qui n'a pas encore de credit score. La carte American Express qui brille va vous prendre un peu de temps à débloquer. Il faut donc au début se concentrer sur les cartes bas de gamme, et là faites bien attention. Il peut être intéressant d'avoir une carte là où vous avez déjà votre concurrent. Souvent ce sera des grosses banques comme Wells Fargo ou Bank of America. Cependant, leurs cartes bas de gamme ne vont pas vous proposer d'avantages et vont même vous coûter de l'argent chaque année. Fuyez donc ces cartes comme la peste. J'ai choisi comme première credit card la Discover Gas and Restaurant. C'est une des seules cartes d'entrée de gamme qui va vous offrir des avantages sans frais. Cette carte offre 4% de cashback sur l'essence et les restaurants et 2% sur tout le reste. C'est idéal si vous avez des dépenses de déménagement que vous avez de toute façon prévu de faire. Typiquement, Discover offre 2 000 $ de limite au nouveau compte. Il faudra alors attendre 6 mois d'utilisation de la carte pour enfin avoir votre premier credit score. Durant ces 6 mois, n'utilisez surtout pas plus de 10% de la carte. Ça ne veut pas dire que vous êtes limité à 200 par mois pour une limite à 2000. En effet, le score est rapporté aux organismes de notation une fois par mois lors de la date du snapshot, comme on l'a vu au début de la vidéo. Ce qui est important, c'est le taux d'utilisation au moment du snapshot. Votre application Discover va vous informer de cette date, et il est très important que votre taux d'utilisation soit en dessous de 10% ce jour-là du mois. Vous pouvez toujours mettre de l'argent sur votre carte en cours de mois. Par exemple, si vous achetez un nouveau téléphone à 800 $, remboursez en anticipé 700 $ dès le jour suivant et vous aurez alors une balance de 100 $. Si vous ne souhaitez pas trop vous prendre la tête, utilisez uniquement votre carte pour une dépense unique dans le mois. Comme par exemple un plein d'essence. Vous serez alors tout le temps en dessous de 10% sans risque de dépasser. Mais attention, vous n'aurez alors pas beaucoup de cashback, à vous de voir à quel point vous voulez tremper dans le game. Au bout de 6 mois, vous aurez votre premier score. Félicitations, vous avez correctement utilisé votre carte, et ce score devrait être entre 680 et 720. Ne vous inquiétez pas, il va monter très vite. À ce moment-là, je recommande d'ouvrir une deuxième credit card. Choisissez une carte avec un petit sign-up bonus qui vous donne des avantages sur autre chose que l'essence et les restaurants. Cette carte pourra alors compléter votre Discover. Au bout de 8 mois, vous devriez avoir un score au-dessus de 750, et au bout d'1 an, vous aurez accès aux cartes les plus haut de gamme. Je vous laisse faire des recherches sur les meilleures stratégies de cartes de crédit après ça. Je lâche juste quelques petits conseils. Les cartes Chase ont tendance à donner des meilleurs sign-up bonus, et les cartes American Express sont plus des cartes à privilégier en late game.
Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Les cartes de crédit font partie intégrante du paysage américain. Qu'on le veuille ou non, je recommande à chacun de rentrer dans le game. Vous n'êtes pas obligé de devenir un credit card nerd comme moi qui passe des heures à regarder des vidéos là-dessus, mais sachez que les cartes de crédit offrent des avantages auxquels vous n'avez pas accès avec une carte de débit. Dans mon cas, entre les sign-up bonus et le cashback, je récupère entre 1500 et 2500 $ d'avantages chaque année. Je finis par rappeler que le grand pouvoir des cartes de crédit vient avec une grande responsabilité. Vous dépensez l'argent de la banque et il faudra le rembourser. Si vous ne le remboursez pas, la banque va vous matraquer avec des taux d'intérêt entre 20 et 25%, et votre crédit score va tanker et vous aurez alors plus accès au crédit. Restez raisonnable et ne dépensez pas plus que vous auriez fait avec une carte de débit. Et surtout ne dépassez pas les deadlines et vérifiez bien votre taux d'utilisation au moment du snapshot. Voilà donc pourquoi les Américains ont beaucoup de cartes de crédit. Ces cartes offrent des avantages qui peuvent se compléter, et l'utilisation de la carte permet d'augmenter son credit score qui permet en retour d'avoir un accès au crédit à un taux préférentiel. Si vous êtes un expatrié et que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos potes expats. Si vous avez d'autres idées de vidéos conseils comme ça, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Et puis, si j'ai changé votre life en vous présentant le Credit Card Game, laissez un like avant de partir et God bless America.